intéressée donc au végétarisme il y a quelques années lorsque, sensibilisée à la cause animale, j'ai voulu moi-même devenir végétarienne et il s'est trouvé que j'ai eu beaucoup de mal à m'appliquer ce régime et à l'intégrer à mes habitudes alimentaires. Donc ça s'est vraiment posé comme un problème pour moi et ça m'a poussée à m'interroger en fait au lien entre engagement dans la cause végétarienne, entre voilà, d'un côté les idées et les convictions et de l'autre la mise en pratique du régime alimentaire qui pour moi n'allait pas de soi. J'ai voulu étudier cette question en sociologie à l'époque actuelle, à l'occasion de mon master. Je me suis demandé où partir pour étudier cette question. Je pensais remonter aux années 1970, puisque c'est la période durant laquelle on a un avènement de la cause végétarienne en même temps que l'essor de préoccupations pour la cause animale et la cause environnementale. Et au final, en cherchant, je me suis rendu compte qu'il fallait remonter beaucoup plus loin, et notamment à une période clé pour moi et pour ma thèse, qui est la fin du 19e siècle. La première différence, c'est que avant le 19e siècle, le végétarisme était surtout défendu pour des raisons morales et métaphysiques. Il était aussi défendu par des petits groupes isolés, par des individus qui le défendaient, mais jamais vraiment par des groupes organisés, jamais par une organisation centralisée. Et à partir du 19e siècle, les raisons morales en faveur du végétarisme commencent à être subordonnées à des arguments scientifiques. On va défendre le végétarisme plutôt pour des questions physiologiques, bien qu'il n'y ait pas d'opposition entre les questions morales et les questions physiologiques, les deux étant liés, puisque dans les discours puritains, on va avoir des individus qui considèrent que la santé du corps et de l'âme dépendent l'une de l'autre, donc il n'y a pas d'opposition entre les deux, mais on va avoir un poids croissant des arguments scientifiques dans la défense du végétarisme. Au 19e siècle, les scientifiques vont développer des outils en sciences de la nutrition pour re-questionner la question du bienfait de l'alimentation végétale pour la santé. Et ces outils et ces résultats nouveaux vont être réappropriés ensuite par les végétariens pour défendre leur cause et asseoir donc leur doctrine. À partir de la seconde moitié du 19e siècle, ce qui est vraiment nouveau, c'est le caractère organisé du mouvement végétarien. On va avoir la création de sociétés végétariennes nationales et régionales. Donc la première est créée à Manchester. On a également une société qui est créée aux États-Unis. À partir de la création de ces sociétés, que le terme vraiment de végétarisme va être défendu. Ce terme vient du latin vegetus, qui signifie animer, vivifier, fortifier. Et c'est cette définition que vont instaurer les sociétés végétariennes et qu'elles vont essayer de diffuser pour vulgariser en fait le concept de végétarisme. Dans Les Mystères de Paris d'Eugène Sue, on a un personnage qui ne mange pas de viande, qui s'appelle Rigolette. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce personnage explique donc que volontairement, il ne mange pas de viande pour des raisons économiques, mais il n'est pas mention de végétarisme, puisqu'on est alors en 1842-1843. Et comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas un terme qui est alors vraiment d'usage. Mais ça montre toutefois qu'on voilà, on peut avoir des individus qui défendent des pratiques alimentaires végétales pour des raisons économiques. On a aussi une évocation du végétarisme dans Sherlock Holmes de Maurice Leblanc. Maurice Leblanc était lui-même adhérent à la Société végétarienne de France. Et c'est intéressant de noter que, par exemple, en 1906, dans Arsène Lupin contre Sherlock Holmes, il évoque le végétarisme de son personnage. On trouve aussi des œuvres qui visent explicitement à défendre le végétarisme au travers de la littérature. C'est le cas, par exemple, de l'ouvrage de Tolstoï, La première étape, qui est en fait un plaidoyer pour le végétarisme, qui commence par montrer que le végétarisme est une première étape vers un mode de vie moral, pour un rapprochement vers Dieu. Donc c'est vraiment... Léon Tolstoï défend vraiment le végétarisme pour des raisons religieuses et morales. Et dans cet ouvrage, on trouve aussi une description de sa visite aux abattoirs qui est extrêmement frappante. Il décrit le meurtre et le dépeçage donc, d'un
d'un taureau. Il faut vraiment insister sur la diversité des engagements dans le végétarisme et la diversité des motifs pour lesquels on s'engage dans le végétarisme. On peut tout de même considérer que ce qui est politique dans le végétarisme, c'est vraiment le projet de changement social qui est porté par ceux qui vont revendiquer le végétarisme et sa diffusion. En effet, les végétariens, les défenseurs du végétarisme que j'étudie à la fin du XIXe siècle vont s'inscrire dans la réforme sociale, ils vont se revendiquer comme des réformateurs sociaux et des hygiénistes, et ils vont prôner une certaine conception de la réforme sociale. Selon eux, pour résoudre les maux de la fin du XIXe siècle, comme les guerres, la misère ouvrière, ou encore la prédominance d'un certain nombre de maladies comme l'alcoolisme, la tuberculose, etc., il faudrait réformer les comportements individuels et changer les habitudes alimentaires des individus. Pour eux, le grand problème, c'est tout simplement l'habitude et les mauvaises mœurs des populations, et notamment des populations ouvrières qui n'ont pas les moyens de l'alimentation à laquelle ils prétendent, c'est-à-dire l'alimentation carnée. Pour eux, ce n'est pas une manière efficace de s'alimenter, ce n'est pas une alimentation qui permet aux hommes d'être productifs, et ce n'est pas une alimentation qui permet aux soldats de gagner la guerre, tout simplement. On voit bien que le végétarisme est porteur de grands espoirs et qu'il permettrait de résoudre un grand nombre de problèmes sociaux. Et c'est en ça qu'on peut considérer que le végétarisme est quelque chose de politique à partir de la fin du XIXe siècle. C'est à cette période-là, à partir du début du XXe siècle, qu'on va avoir la diffusion de livres de recettes qui vont être réédités plusieurs fois. Par exemple, La table du végétarien de Karl Otto Schulz, qui est un Allemand. Ce livre de recettes a été traduit de l'allemand par les membres de la Société végétarienne de France et édité au nom de l'association. Ils essayent d'atteindre une diffusion assez large de leurs idées au travers de ces publications, et en les mettant en circulation, ils vont les envoyer à des acteurs clés de la diffusion des idées et de l'éducation, par exemple les instituteurs et les institutrices, également des membres du clergé. Donc à ces personnes-là, on leur envoie gratuitement ces brochures. La Société végétarienne de France vend également ses ouvrages par correspondance, et elle met en place des bibliothèques circulantes. Les défenseurs du végétarisme essayent de donner l'exemple avec des banquets végétariens, ce qui est facilité au cours du XXe siècle par la création et la multiplication de restaurants végétariens à partir des années 1910-1920. Dans les années 30, ils vont également mettre en place des pique-niques végétariens. Les défenseurs du végétarisme œuvrent pour rendre le plus accessible possible des denrées qu'ils jugent essentielles à la pratique du végétarisme. C'est le cas par exemple du pain de Graham, qui est l'un des premiers aliments auxquels on reconnaît la vertu de pouvoir remplacer la viande. Ça, on le remarque dès les années 1880. Puisque c'est un aliment très riche et qui peut se fabriquer chez soi. Donc, on va promouvoir la recette des pains de Graham, et on va également demander à des boulangers de produire le pain de Graham pour essayer de le diffuser parmi les consommateurs. À partir du début du XXe siècle, on va également avoir la multiplication de substituts à l'alimentation carnée, ou à des produits carnés d'usage très courant. Par exemple, on propose de remplacer le bouillon Liebig par l'extrait végétal de From.